Salut! Pour m'encourager à terminer ma pile à lire, puisque comme vous le savez peut-être, c'est un de mes objectifs de cette année et je pensais que je m'en étais plutôt bien sortie, sauf que ce mois-ci j'ai acheté 4 nouveaux livres. Bref, on va pas s'attarder là-dessus, mais du coup pour essayer de m'encourager à lire un peu plus les livres de ma pile à lire, j'ai voulu m'intéresser à un concept que je trouvais plutôt sympa, c'était de lire le livre le moins bien noté de ma pile à lire et le livre le mieux noté de ma pile à lire. Du coup pour ça j'ai décidé de mettre quelques règles en place. Il faut que le livre ait plus de 1000 votes. Je trouvais que c'était plus intéressant de faire ça sur une grande échelle parce que j'ai quelques livres qui ont des notes assez incroyables, genre un 4,78 mais il y a genre une dizaine de notes et du coup je trouve ça moins objectif que s'il y a plus de notes, donc j'ai décidé de mettre une barrière à 1000 notes. Donc j'ai fait un tri parmi tous les livres et j'ai vérifié ceux qui avaient plus de 1000 notes. Et j'ai décidé aussi d'exclure les suites de sagas, parce que pour la plupart des suites de sagas que j'ai, ça va nécessiter de relire le premier tome, et du coup je le ferai cette année, mais pas pour cette vidéo. Donc ça a été voilà, les critères sur lesquels je me suis basée. Et surtout, dernier point très important, je me suis basée sur l'échelle de notation Goodreads. Mais il y a quand même quelques petites surprises. J'ai été vérifier notamment les sites comme Babelio pour tous les romans francophones, parce que je me rends compte que Goodreads est vraiment très biaisé à ce niveau-là. Il n'y a pas assez de notes, pas assez de critiques. Donc j'ai plutôt préféré me concentrer sur Babelio dans ces cas-là. Et j'ai aussi été voir les notes qui pouvaient être mises sur The Storygraph, parce que a priori il n'y a pas les mêmes banques d'utilisateurs sur ces 3 applis. Donc ça a été les applis sur lesquelles je me suis basée, mais j'ai quand même pris la moyenne Goodreads comme référence. Et du coup on va commencer tout de suite avec le livre le moins bien aimé. Le livre le moins bien aimé sur Goodreads de ma pile à lire, c'est Résidence Saha de Cho Nam-joo, qui culmine à la magnifique note de 2,95, ce qui est vraiment très très peu. C'est sur 5, mais voilà, c'est une moyenne vraiment très basse. Sur The Storygraph, c'est un peu plus élevé, c'est 3,07, et sur Babelio, c'est 2,57. Donc c'est encore moins élevé que, que sur Goodreads. Et du coup, voilà, donc j'avoue, ce livre, je l'ai pris dans le dressing d'une personne sur Vinted. Je lui ai acheté un autre livre en fait, et j'ai vu passer ce livre-là, et je me suis dit, Cho Nam-joo, c'est l'autrice qui a écrit Kim Ji-young, née en 1982, que j'avais bien aimé, et c'est une autrice coréenne, et surtout, bah, c'est une dystopie. Et je pense que vous commencez à comprendre mon amour pour la dystopie. Ça avait l'air d'être une dystopie, en plus un petit peu cyberpunk, donc j'étais... Moi j'aime bien, donc je me suis lancée. Et en fait, la première chose que je peux vous dire, c'est que le résumé, en 4ème de couverture, ne fait pas du tout hommage à ce qui se passe dans le livre. En gros, dans le résumé, on nous dit qu'un jour, une jeune femme est trouvée morte, et qu'on va accuser en fait un résident de la résidence Saha, qui est une résidence pour personnes très marginalisées dans une société capitaliste. Et du coup, l'héroïne, là, qui est la sœur de ce jeune homme accusé, va essayer de découvrir ce qui s'est vraiment passé. Et c'est pas du tout l'histoire, vraiment pas du tout l'histoire. Le livre va plutôt s'intéresser donc effectivement à cette résidence Saha. On est dans une ville état qui s'appelle Town, qui en fait s'est marginalisée d'un pays qui est fortement, je pense, inspirée par la Corée du Sud. Et en se marginalisant, elle a basé sa propre société, qui est gouvernée par un concile de 7 premiers ministres qui ne sont jamais vus, qui ne sont pas connus, pour garantir leur impartialité. Et du coup, ce sont ces ministres qui, a priori, régissent les lois de ce monde. Et du coup, la ville de Town se distingue en 3 castes. Il y a d'abord les habitants, ceux qui sont utiles à Town, qui sont nés probablement dans la ville, mais qui ont surtout prouvé leur utilité au fur et à mesure de son épanouissement. Et il y a ensuite les L2, qui sont en fait des personnes qui n'ont pas les moyens nécessaires pour devenir des habitants. Du coup, on leur autorise un visa de 2 ans, pendant lequel ils doivent travailler, et du coup, c'est renouvelé tous les 2 ans, et ils peuvent aussi passer... par le danger de ne pas renouveler ce visa.
Et enfin, on a la caste la plus marginalisée qui n'a aucun droit, mais qui est quand même nécessaire pour tous les mauvais travaux, les travaux qui sont considérés comme dégradants. C'est les gens qui habitent dans la résidence Saha, qui est du coup une résidence qui est un bloc d'immeubles désaffectés. Il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité. Et en fait, ce sont des gens qui ont réussi à se débrouiller petit à petit. Et on comprend pas trop pourquoi ils sont tolérés par le gouvernement de Town. Mais au final, bah si, on finit par comprendre, c'est eux qui récupèrent vraiment tous les boulots merdiques. Et du coup, comme ils ont... Le gouvernement sait qu'il a besoin de ces gens, il fait un peu l'impasse sur leurs conditions de vie, qui sont pourtant vraiment horribles. Enfin voilà, c'est des gens qui n'ont pas l'eau courante, qui n'ont pas l'électricité, ils se débrouillent comme ils peuvent, ils travaillent, ils s'acharnent à fond, ils ont quasiment rien pour survivre. Ils sont obligés voilà, de faire des potagers communs, ils sont obligés de se débrouiller pour se soigner puisque les hôpitaux leur sont interdits. Bref, c'est vraiment une caste très très marginalisée. Et du coup, effectivement, on va suivre dès le début du roman un jeune homme qui se réveille dans une voiture à côté d'une femme qui est morte. Et il s'enfuit et il va aller se cacher à la résidence Saha. Et c'est là qu'on comprend effectivement qu'il a une grande sœur avec qui il est arrivé à la résidence quelques années auparavant. Et en fait, le reste de l'histoire va se concentrer sur la résidence Saha au cœur du sujet. Et en fait, on va parler de quasiment tous les gens qui en font partie. Donc il y a plusieurs personnages et avec des histoires différentes. Parfois on a des flashbacks 30 ans en avant, parfois on a des flashbacks, on retourne à l'instant présent. C'est un peu confus dans sa manière de présenter les choses. Toutes les histoires prises les unes après les autres sont intéressantes, même si elles sont très misérabilistes, dans le sens où ça va très très loin dans l'apitoiement sur le cas des personnes marginalisées. C'est aussi, je pense, le reflet de pas mal de choses dans une société capitaliste qui va très mal. Mais du coup, voilà, chaque personnage a vraiment... Ça en rajoute des tonnes et des tonnes. Du coup, ça, c'était un peu difficile à lire. Et honnêtement, ça m'aurait pas dérangé si ça avait eu un sens à la fin, et ce qui n'est pas le cas. Je m'explique. À la fin, en fait, la résolution de cette histoire de meurtre est très particulière. Elle est donnée en 2 lignes. En plein milieu du roman d'ailleurs, et en fait la fin va partir sur complètement autre chose, un espèce de complot sur des organismes modifiés à la suite d'une épidémie, enfin un truc qui n'a complètement aucun sens et qui n'avait vraiment aucune préparation en fait à ce changement d'intrigue dans le roman. Je vous avoue, j'ai pas trop compris. On est resté sur quelque chose de très... Enfin voilà, avec en plus une révélation de fin qui se veut un petit peu très complotiste, dans le sens on nous a menti depuis le début, la société n'est pas ce qu'elle paraît être, ce qui à la limite ne m'étonne pas parce que vu comment c'était traité, voilà, c'était pas très étonnant, mais en fait c'est la manière dont ça a été amené, ça m'a vraiment déboussolée. J'ai trouvé ça très... Enfin c'est comme s'il manquait une partie du roman, c'est comme si l'autrice avait commencé un roman et finalement avait changé d'avis en cours de route pour nous donner un autre roman. Il y avait un très gros manque de cohérence, il y a des personnages qu'on voit mais qu'on revoit plus jamais après, on n'arrive pas à savoir quels sont les liens entre eux, il y a des personnages qui paraissent très importants parce qu'ils ont tout un chapitre qui leur est consacré, mais en fait, il se passe rien, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de... On sait pas ce... Enfin, c'est vraiment particulier. Du coup, je comprends pourquoi il a été si mal noté. Je dirais pas que c'est un mauvais livre, je dirais juste que c'est un livre qui manque de... Ouais, qui manque de cohérence, qui manque d'aller... plus loin dans ce qu'il propose, et c'est bien dommage parce qu'il y avait des choses quand même vachement intéressantes, et je pense qu'en fait si l'autrice avait pu prendre une décision sur ce qu'elle voulait donner, sur la direction qu'elle voulait donner à ce livre, on aurait pu avoir quelque chose d'assez fort, mais là ouais ça n'a pas été le cas, donc je pense que si je devais le noter je lui mettrais aussi 3 étoiles, 2,5 en fait, parce que d'un côté c'est pas nul, de l'autre c'est pas bien, il y a des choses qui m'ont aussi un peu perturbée dans sa manière de raconter, il y a des... Enfin, parfois, elle nous laisse sans aucun indice et d'un seul coup, elle va tout nous bombarder d'un seul coup. Il y a des choses qui paraissent presque simplistes dans la manière d'être expliquées, comme si elle se disait « Ah oui, il faut que je justifie ça » et du coup, elle nous fait 3 lignes. Ouais, c'était pas son meilleur. Si vous devez lire un livre de cette autrice, concentrez-vous plutôt sur Kim Ji-young, né en 1982. Mais celui-là, je le recommande pas tant que ça. Donc, je suis obligée d'admettre que sur ce coup-ci, les réseaux de lecture avaient un peu raison. On
On va ensuite passer au livre le mieux noté de ma pile à lire. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est le livre le mieux noté qui a obtenu plus de 1000 votes sur Goodreads, parce que j'ai d'autres livres qui l'ont dépassé, mais qui sont un petit peu moins bien placés, on va dire. Donc je me suis portée là-dessus, et du coup il s'agit des 12 d'Aritzar de Jordan Ifueko, qui a été édité chez Nathan, et la traduction c'est... Anne Delcourt. Les 12 d'Aritzar, c'est l'histoire en fait d'un royaume, un empire qui réunit 12 anciens royaumes, et en fait il est donc gouverné par un empereur qu'on appelle le porteur de rayons. C'est un pouvoir en fait qui lui permet de se lier avec 11 autres personnes, donc issues de chacun des anciens pays qui forment actuellement l'Empire. Et en fait, avec ce rayon, il va se lier du coup à ses conseillers, et le fait de se lier à ses conseillers le rend immortel à quasiment toutes les causes de mort, à part la vieillesse. Et la seule chose qui peut faire qu'il meure, c'est en fait par la main d'un de ses conseillers. Et nous, on va suivre la vie d'une jeune fille qui grandit dans une villa un peu cachée à l'abri du monde. Elle est dans un isolement extrême, sa mère vient très très peu la voir, elle a le droit à très peu de contact humain. Et en fait, du jour au lendemain, elle se fait catapulter dans la maison des enfants, qui est en fait la maison impériale dans laquelle les futures générations, le futur empereur, va choisir ses 11 conseillers. Donc ils font ça plutôt quand ils sont enfants, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus facile, puisque la condition principale pour laquelle les conseillers le deviennent, c'est qu'ils doivent aimer l'empereur. Donc voilà, on va suivre l'adolescence de cette jeune fille qui entre dans cette grande maison, qui sait qu'en fait elle a un rôle qui est très particulier, puisque sa mère lui ordonne de devenir la conseillère de l'empereur pour le tuer. Et elle refuse parce qu'elle trouve que l'empereur est super sympa, elle commence à vraiment l'aimer. Et en fait, voilà, on va suivre un peu toute cette adolescence sous ce joug-là, et ce que l'héroïne va essayer de mettre en place pour contrer ce destin, en fait. C'était vachement intéressant, j'ai beaucoup aimé l'univers, il est très très foisonnant. Il y a beaucoup d'inspirations différentes. On a des inspirations africaines, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, au niveau des mythologies. On a l'Afrique du Nord aussi qui est représentée. On a même l'Asie de l'Est qui est représentée, avec un pays qui, pour moi, ressemble énormément à la Corée. Et en tout cas, les prénoms qui y sont utilisés sont très coréens, donc voilà. Il y avait pas mal de choses, j'ai beaucoup aimé. Je pense que l'autrice a été un tout petit peu trop ambitieuse avec son histoire de 12 conseillers, puisqu'au final on ne finit par en suivre que 3. Donc c'est un peu dommage de savoir qu'il y a une telle diversité, et en fait on est obligé de se concentrer sur un petit panel de personnages, ce qui est logique, mais du coup peut-être que dans l'idée il aurait fallu restreindre le nombre de conseillers pour rendre ça un peu plus... Je sais pas. Après, les personnages secondaires sont tous super intéressants. Il y a des moments qui m'ont fait ricaner, parce qu'il y a une manière d'apporter les choses qui est assez drôle. J'ai beaucoup aimé le fait que chacun des personnages en fait apporte un petit peu un monde à lui, dans le sens où plus d'une fois je me suis dit je pense que j'aurais adoré lire un roman qui tourne avec tel personnage en personnage principal. Et je me suis fait la remarque à plusieurs reprises, genre pas une seule fois, genre vraiment 2 ou 3 fois. Je me suis dit ça pourrait être génial, enfin moi j'aurais adoré le lire, je pense. Je pense vraiment que c'est un livre qui m'aurait vraiment plu ado, puisque du coup c'est du young adulte. C'est quelque chose qui à mon avis aurait énormément parlé à la moi adolescente. Ça m'aurait fait rêver, ça c'est sûr et certain. Il y a plein de détails qui sont très chouettes, donc les différentes mythologies qu'on peut rencontrer, l'importance de la tradition, l'importance du souvenir. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'héroïne soit elle a des doutes, mais elle avance, elle est sûre d'elle, elle est droite dans ses bottes. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a des petites choses qui étaient un peu maladroites, mais en même temps c'est un premier roman, c'est un roman jeunesse, c'est un roman qui a mis plus de 15 ans à être écrit, donc il y a ça aussi qui fait que je pense que ça se voit pas mal quand c'est des romans dont les auteurs et autrices ont eu l'idée à l'adolescence, et en fait qu'ils veulent mener au bout dans leur vie d'adulte, parce que je pense qu'il y a un attachement à cet univers, il y a un attachement à ces personnages, mais parfois la bascule sur la maturité est pas toujours là. Ça a pu être le cas à certains moments dans ce roman, mais en vrai j'ai passé un très très bon moment. Je l'ai commencé, pour pas vous mentir, je l'ai commencé hier.
parce que j'étais un petit peu en retard sur mes lectures. J'ai commencé hier, je l'ai fini ce matin et voilà, d'une traite, et au final j'ai pu vous en parler maintenant. Donc est-ce qu'il méritait sa note? Je pense que oui. Moi de mon côté ce sera un solide 4 étoiles, ça c'est sûr. C'est pas mon coup de cœur de l'année, mais en même temps je me dis aussi que je le lis alors que j'ai 33 ans, que potentiellement si je l'avais lu à 15 ça aurait été différent, mais ça reste un très bon livre. Est-ce que c'est suffisant pour me faire lire le tome 2? Je suis pas sûre, mais j'ai quand même passé un très chouette moment. Donc, Goodreads avait encore une fois un peu raison. Je sais pas s'il y a vraiment une conclusion à apporter à ce genre de vidéo. Je peux vous dire que je sais pas si je me fie vraiment aux notes des sites de lecture. Je sais qu'il faut que je fasse attention sur certains titres. Je pense à certains très très gros titres, notamment de romantasy, qui ont des notes qui cassent tout, qui au final sont assez décevants quand je les lis. Mais il y a d'autres titres pour lesquels c'est souvent assez pertinent, dans le sens où parfois c'est effectivement, je me retrouve à noter le livre de la même manière que tout le monde, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez universel, on va dire, dans la manière d'être du livre. Mais j'ai toujours trouvé intéressant de lire des critiques négatives d'un livre, même quand je l'ai apprécié. Parce que, de une, ça me permet d'identifier les biais, s'il y en a. Par exemple, si j'ai des biais à cause de mes privilèges, qu'il y a des choses que j'ai pas vues dans l'écriture du livre, dans la représentation de certaines populations, ça me permet de les identifier de cette manière et du coup d'avoir un esprit un peu plus critique. Et aussi parce que c'est bien de se confronter aux avis des autres, dans le sens où moi je sais pourquoi ça m'a plu, je sais ce qui m'a vraiment plu, je sais ce qui a marché sur moi. Ça peut être pas mal de voir comment ça a été pris par quelqu'un d'autre, si c'est juste une histoire de goût ou s'il y a quelque chose d'un peu plus profond à creuser. Donc voilà, c'est des choses qui m'intéressent. Moi j'aime bien me remettre en question, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais du coup ça m'intéresse d'avoir différents avis sur mes lectures. Après, je pense que il faut le faire mais sans jamais se vexer, dans le sens où moi il y a des livres que j'adore, si vous les aimez pas, ça me déçoit un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas la personne que je vais pas aimer. Pareil, si j'écris, je me suis déjà fait avoir, j'ai écrit des critiques qui étaient assez dures sur certains livres que j'estimais être vraiment nuls, et je me suis fait attaquer en commentaire en fait, en des gens qui disent que j'ai rien compris au livre, que je l'ai pas lu, que j'attaque juste pour le plaisir d'attaquer, que il faut pas attaquer les livres parce que les auteurs et les autrices les ont écrits, et du coup ils ont mis des efforts dedans, donc ça se fait pas d'attaquer les efforts. Ça je comprends pas la logique, mais bon. Voilà, je me suis fait attaquer parce que des personnes prennent tellement à cœur le fait d'aimer un livre qu'ils considèrent que toute critique négative est une attaque envers eux-mêmes. Et en fait non, c'est pas du tout ça, c'est juste que ça me correspond pas, c'est pas ma manière d'envisager les choses, ou parfois il y a même certains livres qui sont vraiment très problématiques, et du coup dans ces cas-là il faut le dire. Mais du coup voilà, donc j'ai un peu ce rapport assez ambigu au site de lecture. D'un côté je leur fais confiance, d'un autre côté j'essaie toujours de vérifier avant de me lancer dans ce qu'ils proposent, parce que je sais que c'est pas toujours très objectif. Mais du coup voilà, donc c'était une vidéo un peu particulière, ça m'a amusée, je vous avoue, le principe était drôle. Je pense que je me suis plus amusée à faire le tri des livres en amont qu'à lire les livres en eux-mêmes, mais bon ça c'est encore un autre délire. Et ça m'a donné quelques idées pour des vidéos à suivre, mais je vous en dis pas plus parce que déjà, si je vous le dis, je vais me sentir obligée de le faire, et si j'en ai pas envie, ça va être problématique. Mais surtout, j'ai envie de vous laisser un petit peu la surprise, donc on verra si ça se fait ou pas. D'ici là, je vous dis à dans 15 jours pour mon bilan de mars, qui va à mon avis être assez léger parce qu'on est déjà à la moitié du mois de mars et je n'ai lu que des fanfictions. On en reparle dans 15 jours, et puis d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous. Salut!